Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Justement, Sud Radio Midi, on est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio pour débattre avec vous de l'actualité. Comme on vous l'a dit, pic de chaleur aujourd'hui et demain jusqu'à 40-41 degrés par endroit et parfois 45 degrés ressentis dans certaines villes. On a très envie de mettre la climatisation. Problème, est-ce que ça pollue la climatisation justement ? Est-ce qu'il faut vraiment utiliser la clim ? Eh bien, on va en parler dans quelques instants. Vous nous appelez, 0826 300 300, on veut le savoir. Vous avez peut-être un climatiseur, peut-être que vous y avez renoncé aussi. Venez nous dire ce que vous en pensez. On va parler du coronavirus aussi. Les dépistages augmentent, mais ça n'empêche pas les contaminations d'augmenter. Est-ce qu'on se trompe de stratégie contre le Covid-19 en France ? Vous entendrez le coup de gueule d'un biologiste. Et puis ensuite, on va essayer de se détendre un petit peu, de prendre de la hauteur, mettre la tête dans les étoiles. Y a-t-il de la vie sur Mars ? Une question qui taraude l'humanité depuis des siècles, on peut le dire. Est-ce que c'est en tout cas ce que cherche à prouver le rover Persévérance qui est lancé aujourd'hui vers la planète rouge. Mission passionnante, vous verrez, que nous expliquera un représentant de la Cité de l'Espace à Toulouse. Allez, Sud Radio Midi, c'est parti, vous réagissez. 0826 300 300, on vous donne la parole jusqu'à 13h sur Sud Radio. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Sud Radio Midi, vous avez la parole jusqu'à 13h au 0826 300 300 et également sur les réseaux sociaux de Sud Radio, sur Facebook et sur Twitter. Aujourd'hui, pic de chaleur. Est-ce qu'on doit vraiment utiliser sa clim ? On en parle dans quelques instants. Est-ce que la France se trompe de stratégie contre le coronavirus ? On dépiste beaucoup, mais l'épidémie ne ralentit pas. Pourquoi ? On verra tout ça avec un biologiste et avec un médecin généraliste qui est en Mayenne et qui est assez inquiet. Et ensuite, direction la planète rouge. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars ? On le saura peut-être bientôt grâce au rover Persévérance qui est lancé aujourd'hui. Vous verrez, c'est fascinant. Allez, Sud Radio Midi, c'est parti. Vous nous appelez, vous réagissez. On vous donne la parole. Effectivement, je le disais, il fait chaud, déjà chaud, pic de chaleur aujourd'hui. Demain, sur la France, on va dépasser localement les 40 degrés. On va même ressentir plus de 45 degrés par endroit. Est-ce qu'on peut utiliser sa climatisation, d'une part, sans trop polluer, d'autre part, sans réchauffer l'atmosphère à l'extérieur, notamment dans les grandes villes ? Vous nous appelez 0826 300 300. Bonjour Gilles Bourquin. Bonjour. Vous êtes le président de Clim d'Enfer. D'Enfer comme d'Enfer Rochereau. Exact. D-E-N-F-E-R-T. Vous êtes spécialiste effectivement de la climatisation. Vous êtes en direct avec Élodie Martini-Cousty. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes membre du Bureau national de France Nature Environnement. Si vous permettez, Gilles Bourquin, je vais commencer avec Élodie Martini-Cousty. C'est presque une idée reçue. Est-ce que la climatisation, ça pollue ? Question toute bête. Alors, toute consommation d'énergie est quand même polluante en premier lieu et la climatisation fait partie de ces produits qui utilisent des fluides frigorigènes pour produire du froid. Ces fluides sont des gaz qui sont polluants s'ils ne sont pas si les appareils ne sont pas parfaitement entretenus. Alors les appareils ont fait des progrès, les appareils de frigorifiques ont fait des progrès, mais ça reste une activité quand même polluante. Donc, et ce sont des gaz qui provoquent quoi ? Qui sont mauvais pour l'effet de serre ? Alors, il y a des gaz qui ont été interdits, ce qu'on appelait les CFC, vous savez, qui étaient très mauvais pour la couche d'ozone. Donc, on utilise aujourd'hui d'autres gaz, d'autres fluides, mais qui sont toujours aussi mauvais pour la qualité de l'air et qui sont des gaz en effet, qui sont des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. Donc, il faut être extrêmement vigilant quand on choisit du matériel de climatisation si on ne peut pas faire autrement. Or, on sait qu'on peut faire autrement. Alors ça, justement, les autres solutions, on va en parler avec vous dans quelques instants. Est-ce que, comment on fait pour choisir un climatiseur pas trop polluant ? On voit ça avec vous, Gilles Bourquin. Oui, déjà on commence par utiliser les nouveaux gaz dits propres qui sont aujourd'hui le R32. Ouais. Le R32 de toute façon chez le particulier, si on parle de la climatisation du particulier, effectivement aujourd'hui plus de 90% des installations sont avec du R32. Des nouvelles installations. Les nouvelles installations, voilà. Mais ça fait déjà 4-5 ans. Et ça pollue pas votre ce gaz ? Officiellement, on n'a plus de problème sur la couche d'ozone avec le R32. Ça, ce problème est réglé. Il y en a sur autre chose ou pas ? Non, aujourd'hui, le R32 est un gaz propre. Donc, on a un GPW qui est neutre. Donc, on n'a pas GPW, oui.
C'est justement le problème sur l'effet de serre et le problème de l'énergie qu'on consomme. D'accord. Alors, le réchauffement des villes. Ça, c'est l'autre aspect, justement, parce qu'on le disait, il y a plusieurs effets collatéraux à la climatisation. Donc aujourd'hui, si vous voulez, toute consommation d'énergie, c'est de l'énergie. Alors ça dépend comment elle est produite. On va remettre les choses dans l'ordre. Si vous le permettez, je vous redonne la parole après. D'une part, effectivement, il y a ce sujet qui évolue en permanence, le gaz qui est rejeté par les climatiseurs, effectivement. Alors, certains... Il n'est pas rejeté exactement. En fin de compte, vous aviez donc le fameux gaz qui est interdit aujourd'hui, qui est le R22. C'est en cas de fuite. Oui, c'est ça. Il va dans l'air. Qui peut parfois être rejeté. Effectivement, il y avait des fuites en cas de défaut d'entretien. C'est ce que nous disait Elodie Martini-Cousti. Ça, c'est le premier problème contre lequel, effectivement, les fabricants essayent de lutter, entre autres. Deuxième problème, un climatiseur, ça consomme beaucoup d'électricité. Si tout le monde en consomme beaucoup, en même temps, ça gaspille ça consomme de l'énergie et l'énergie pollue. On est d'accord ? Oui, pas tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, même l'État subventionne le chauffage dit pompe à chaleur, donc avec des TVA réduites, avec des aides fiscales. Pourquoi ? Parce qu'on consomme 3 à 4 fois moins qu'un chauffage radiateur classique. C'est ça. Et on n'est plus dans l'énergie fossilienne officielle, c'est-à-dire qu'on peut remplacer un système de chauffage qui est fuel ou gaz par un chauffage dit pompe à chaleur. Et donc, ça, c'est pour le chauffage. Et pour la clim. Mais c'est pareil. Alors, on n'a pas d'aide sur la clim parce que c'est du confort, mais c'est le même appareil. Donc, si vous voulez, un appareil de climatisation à ce jour consomme, allez, on va dire 2 fois moins qu'il y a 20 ans. D'accord ? On a 1 kW consommé, on absorbe 4 à 5 kW. Donc, on est quand même très, très performant. Donc, de toute façon, en termes de consommation électrique, si vous voulez, l'EDF a beaucoup poussé la climatisation. Pourquoi ? Parce que l'été, justement, il y a moins de consommation électrique, puisque les gens ne se chauffent pas via les radiateurs. Et EDF voulait continuer à travailler pendant l'été. Exactement. Donc, mais là, vous êtes presque en train de prêcher contre votre paroisse en sous-entendant qu'on climatise parce qu'on y est encouragé et que c'est du gaspillage, en fait. Non, c'est juste pour vous dire qu'en réalité, de dire que ça consomme, dans ce cas-là, pourquoi on n'élève pas le débat et on dit, attendez, vous allez mettre 15 degrés chez vous et des grands pulls pendant l'hiver parce qu'il ne faut pas trop chauffer, il ne faut pas trop consommer. Aujourd'hui, moi, je constate une chose, c'est qu'en 2003, on a eu 20 000 morts et il a été pris des décisions assez importantes dans les EHPAD, dans les cliniques et tout ça, de mettre la climatisation parce que quand même, si vous voulez, on peut quand même sauver des vies, surtout les personnes qui sont âgées, qui ne supportent pas la chaleur. Donc, c'est un faux débat de dire quand même que ça consomme. Dans ce cas-là, parlons aussi du chauffage qui consomme. Vous n'êtes pas d'accord ? On vous a entendu, Elodie Martini-Cousti. Est-ce qu'on peut climatiser sans trop consommer ? Il faut être réaliste. On sait que la climatisation, ça consomme. Si on met, ça consomme de l'énergie, ça consomme surtout de l'électricité. Et aujourd'hui, quand même, 70% de notre électricité, elle est d'origine nucléaire, donc polluante dans le sens pas forcément gaz à effet de serre, mais elle est polluante dans le sens où pour faire du nucléaire, il faut aller chercher de l'uranium partout dans le monde. Et voilà, c'est un autre débat, donc, mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que sinon, on est à la lumière aussi. Il faut aller jusqu'au bout des idées. Vous ne chauffez pas non plus, madame. Si, moi je me chauffe par géothermie, par puits géothermique, ça marche très très bien. C'est couplé à une pompe à chaleur, c'est absolument génial. Vous avez une pompe à chaleur ? Oui, j'ai une pompe à chaleur, en effet. Donc et elle est souvent à l'arrêt parce que ma maison est tellement bien isolée qu'elle n'a pas forcément besoin de fonctionner en permanence. Et vous n'utilisez pas la clim. Et d'ailleurs, l'isolation, c'est une bonne solution parce que aussi bien vous économisez en chauffage et si vous avez une climatisation, vous économiserez l'énergie de la même façon en ayant une maison isolée. Alors, c'est ça les autres moyens de maîtriser mieux à la fois sa consommation électrique l'été, mais aussi l'hiver. C'est de faire isoler sa maison, surtout sa maison ou les bâtiments publics d'ailleurs, puisqu'on a 7 millions de passoires énergétiques, c'est aussi valable pour l'hiver que pour l'été. Là, en ce moment, moi je suis dans le Béarn, aujourd'hui il va faire 42 degrés, je suis dans une pièce qui est plutôt bien isolée, j'ai fermé les volets, j'ai aéré ce matin, et je vais essayer de me passer de la clim pour pouvoir travailler, et je pense que je vais réussir à y arriver comme ça. Donc je pense qu'on peut aussi aménager les maisons
les villes, les centres urbains de façon à réduire ces besoins de climatisation. Tout ce qu'on sait, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas. Et donc, si bien sûr les promoteurs de la climatisation promeuvent des nouveaux produits qui sont moins polluants, c'est très bien. Mais il faut faire très attention. On a quand même des grosses entreprises qui sont là pour nous vendre de l'électricité. Et ils sont pas là pour nous la faire économiser. Donc, il faut que le consommateur soit très vigilant quand il fait des choix. Il vaut mieux qu'il investisse sur le long terme dans des solutions durables d'isolation de sa maison, de son toit, des énergies renouvelables. Mais je pense qu'en fin de compte, on a le même dialogue en réalité. C'est du complémentaire. C'est-à-dire qu'une bonne climatisation, elle est dimensionnée en fonction aussi des apports. Donc les apports énergétiques ou les déperditions en hiver sont effectivement liés à la consommation instantanée. Après, il ne faut pas oublier un détail. C'est que souvent, vous utilisez des remèdes de grand-mère, on est très clair, c'est-à-dire vous fermez les volets, vous enfermez, vous aérez le matin quand il fait frais. Ça, c'est des remèdes de bon sens, pas oui, tout à fait. de grand-mère. Mais c'est ce que je vous dis. Donc, nos anciens faisaient les choses intelligemment, je pense, moins dans un but économique ou lucratif, et donc fermaient leur maison. Aujourd'hui, maintenant, quand vous avez des enfants, quand vous avez un peu de monde, vous avez du trafic, tout le monde ouvre les portes, ferme les portes. On n'est pas dans un monde de bisounours où on reste enfermé toute la journée. Et donc, les apports de calories vont finir par rentrer si vous vivez normalement. J'ai une question technique, toute pratique qui vous est posée, Gilles Bourquin, par Romain Perrier sur le Facebook Live de Sud Radio. Alors, vous avez essayé de me l'expliquer comme si j'étais un enfant de 3 ans. Comment fonctionne un climatiseur ? Alors, c'est assez simple, en fin de compte. Quand on parle d'une puissance frigorifique, en fin de compte, qu'on calcule, donc c'est la puissance de l'appareil, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un bilan thermique et on calcule les apports calorifiques, c'est-à-dire l'apport de la chaleur. C'est-à-dire ça peut être à travers les murs, ça peut être le soleil à travers les fenêtres, ça peut être à travers la toiture, ça peut être les ouvertures de portes et tout ça. Donc tout ça nous donne une puissance à évacuer dans la pièce. D'accord. Donc c'est par exemple, on dit un appareil qui fait 3 kW, c'est 3 kW de chaleur qu'il évacue. C'est ça. Par heure. En gros, le climatiseur prend la chaleur d'une pièce, si je résume sommairement, et la recrache dehors. Eh ben, écoutez, moi j'explique toujours à mes clients néophytes, on va dire, c'est très simple. Un réfrigérateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la chaleur à l'intérieur et le rejette à l'extérieur. Souvent, on avait un espèce de radiateur noir à l'arrière du réfrigérateur et c'était cette chaleur qui se dégageait. En fin de compte, on prend la chaleur dans la pièce, on a un fluide qui est justement caloporteur, donc qui permet de transporter cette chaleur, on la transporte et on l'évacue à l'extérieur. Alors, comme disait madame, effectivement, on peut réchauffer légèrement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce qu'on prend à l'intérieur, on le rejette à l'extérieur, mais c'est juste un transfert, ça ne change pas grand-chose. Sauf que pour faire ça, on a un petit compresseur, donc on a une petite énergie qui représente 15 à 20%, et donc on a une augmentation de chaleur à l'extérieur par rapport. Voilà, c'est ça. Justement, c'est aussi pour ça que je vous posais cette question maintenant. Justement, vous allez y répondre après, évidemment. Élodie Martini-Cousti, si tout le monde se met à utiliser un climatiseur dans une grande ville, on sait qu'un climatiseur, ça rejette de l'air chaud dehors. Est-ce que c'est une réalité, cette augmentation de la température dans les villes à cause des climatiseurs ? Alors, c'est certainement une réalité dans les endroits où, justement, on n'a pas prévu de système arboré qui puisse capter cette chaleur, qui puisse absorber, en effet, cette chaleur. Il faut des arbres pour absorber la chaleur dans les villes. Il n'y a rien de mieux que les plantes vertes et les arbres pour absorber la chaleur et faire diminuer la température. Ensuite, il faut débitumer. Nos villes sont complètement bitumées et le noir réfléchit la chaleur et l'absorbe, ce qui fait que on a des villes qui sont pas du tout équipées pour supporter le réchauffement climatique. Il faut repenser tout ceci pour essayer d'éviter au maximum la climatisation, je dirais, électrique. Il existe des systèmes de bioclimatisation qui vont être beaucoup moins impactants pour l'environnement. Alors moi, je comprends très bien que la climatisation électrique soit nécessaire dans des endroits où on a des personnes fragiles. Mais quand M. Bourquin disait tout à l'heure on n'est pas dans un monde de bisounours, et on est dans un monde où on est certainement, aucun de nous n'est un bisounours, c'est sûr, mais il faut arrêter de dire ça. Il faut, je pense, essayer d'expliquer aux gens que
ils peuvent eux-mêmes être acteurs de leur environnement et faire attention à ce qu'ils font. Quand il fait très chaud, vous n'allez pas mettre vos enfants en plein soleil à la plage ou dans une bagnole. Vous les gardez chez vous, vous les maintenez au frais, vous les faites boire régulièrement. Et ça ne veut pas dire pour ça que vous êtes un bisounours. Vous êtes quelqu'un qui fait attention aux vôtres. Et vous faites attention à votre environnement. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut. On vient de connaître la crise du Covid-19. Ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Dans quelques instants sur Sud Radio Midi. Oui. Loin de là. Et donc, il faut qu'on fasse un petit peu plus attention à nos actes au jour le jour pour se comporter en gens responsables. Et c'est ça l'important. En fait, c'est ça le message que je voudrais essayer de faire passer aujourd'hui. C'est que la climatisation, on a de la chance que ça existe, mais on a des tas d'autres solutions qui permettent de ne pas avoir besoin de l'utiliser. On l'utilise en tout cas si on doit l'utiliser avec modération. Gilles Bourquin, est-ce que vous attendez à ce qu'on achète de plus en plus de climatiseurs, quelle que soit leur gamme, avec les projections de hausse des températures? Non, mais le problème c'est que si vous voulez jusqu'à 30 degrés, tout le monde supporte sans souci. Au-delà de 30 degrés, ça commence à être insupportable. Après, quand je dis il faut faire attention, c'est que les gens s'habituent. Aujourd'hui, vous n'avez plus de voiture sans climatisation. Donc les gens vivent au quotidien dans leur voiture avec de la climatisation. Les hôtels sont climatisés, les bureaux sont climatisés. Alors, aujourd'hui, les gens aspirent à un confort, même chez eux. C'est-à-dire que bon, il y a la télé, il y a le téléphone. Voilà, ça fait partie du confort. Alors effectivement, c'est énergivore, mais comme tout confort, de toute façon. Après, dites aux gens maintenant, attendez, ok, l'écologie c'est hyper important, donc moi, je pense que les constructeurs, ils font attention et donc cherchent des solutions qui consomment moins, des solutions qui protègent la planète. Mais dites aux gens maintenant, vous enlevez la clim dans votre voiture, vous allez voir. Vous voyez, l'écologie, à un moment donné, elle a une limite. C'est comme vous disiez tout à l'heure, voilà, l'électricité, c'est pour ça aussi qu'il faut faire pression parfois sur les fabricants, les constructeurs. Ah non, mais ça, moi, je trouve ça très bien. Et c'est même mondial. Ouais. Donc, ça avance. Là-dessus, vous êtes d'accord. Et on vous aura mis d'accord tous les deux, quoi qu'il en soit, au moins sur cet aspect-là. Mais on est certainement d'accord sur tout un tas de choses. Exactement. Ce qu'il y a, c'est que c'est le consommateur qu'il faut responsabiliser. Ça, c'est plus compliqué. Après avoir responsabilisé les producteurs, parce qu'il a quand même fallu qu'on se batte, nous, environnementalistes, pour que les gaz utilisés au départ soient abandonnés, les et il faut continuer, en fait, à appeler les consommateurs, comme les fabricants, à la responsabilité. En tout cas, votre message a été entendu. Élodie Martini-Cousti, membre du Bureau national de France Nature Environnement. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à Gilles Bourquin. Vous êtes le président de Clim d'Enfer, spécialiste de la climatisation, effectivement. Dernier mot, si c'est un mot. Non, faites attention à la température et au différentiel. Voilà. C'est ça. Faites avec modération, c'est mieux. Voilà. Ne rafraîchissez pas trop fort votre chambre, c'est une très mauvaise idée. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. On vous donne la parole dans un instant sur Sud Radio, dans Sud Radio Midi. Juste après, on va parler des dépistages du coronavirus. Est-ce qu'on dépiste à côté de la plaque en France? On dépiste beaucoup plus, malgré tout. Les contaminations ne ralentissent pas. On verra pourquoi avec un médecin et un biologiste. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Sud Radio Midi, nous sommes de retour jusqu'à 13h sur Sud Radio. Continuez à nous appeler au 0826 300 300. Dans un instant, on donne la parole à Denis qui nous appelle depuis la Dordogne. À suivre sur Sud Radio Midi, justement. Est-ce qu'on se trompe de stratégie en France contre le coronavirus? Pourquoi on dépiste de plus en plus alors même que les contaminations ne ralentissent pas? Est-ce qu'on dépiste vraiment les bonnes personnes? Il y a un vrai doute. On verra ça avec un médecin qui est en Mayenne et avec aussi un biologiste. Ensuite, on va prendre un peu de hauteur. On vous emmène sur Mars, ou presque. On va essayer de suivre le rover Persévérance qui est lancé aujourd'hui. Y a-t-il de la vie sur Mars? C'est la mission de ce petit robot qui est lancé sur la planète rouge. On vous expliquera tout ça avec un représentant de la Cité de l'Espace de Toulouse. Vous continuez à commenter sur nos réseaux sociaux, sur le Facebook Live de Sud Radio et sur le Twitter. Et puis vous nous appelez comme Denis qui nous appelle tout de suite. Sud Radio Midi, prenez la parole. Bonjour Denis. Bonjour. Vous avez composé le 0826 300 300. Vous êtes dans la Dordogne. Il fait pas trop chaud d'abord? Première question. Moi j'ai une vieille, nous habitons dans une vieille maison et puis on fait comme cette dame, on tire les rideaux et puis on aère la nuit, puis la maison est très agréable la journée. Vous avez de la chance. Et voilà, et donc
En tout cas, je voulais féliciter les deux intervenants parce qu'il y a eu un débat constructif et plein de bon sens. Et donc, c'est pas souvent le cas. Les deux personnes étaient très, très responsables. Alors, c'est dommage, elles viennent de partir, mais je leur transmettrai le message. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis, moi, je dirais que le débat de la climatisation, c'est exactement le même débat que vous avez eu il y a 2 jours quand vous parliez des terrasses, du chauffage des terrasses. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a un confort moderne qui exige ce que disait le monsieur tout à l'heure, qui exige qu'on a du chauffage, on a de la climatisation, etc., etc. Et aujourd'hui, dans la construction des maisons, on voit de plus en plus des baies vitrées énormes, et ces baies vitrées, ça amène de la chaleur. Alors, on peut me dire, il y a des nouveaux matériaux, etc., etc. Mais moi, j'ai jamais trouvé dans ces maisons modernes la même fraîcheur naturellement que dans les vieilles maisons. Et les vieilles maisons, c'était des murs épais, c'était des murs, Comme ces magnifiques maisons dans le Périgord où vous êtes, qui sont des maisons anciennes en pierre de taille, souvent et bien isolées du coup. Oui, tout à fait. On a des murs. Alors, c'est du matériau local, c'est de la pierre et de la terre. Il y a beaucoup d'argile dans cette terre-là, donc ils construisent avec ça. Et après, ils mettent des enduits à la chaux, et puis voilà, tout va très bien. Mais moi, le problème qu'il y a, c'est, je vous dis, on est sur le même sujet que, on est sur un confort, on utilise de l'électricité pour se chauffer, pour se refroidir. Et puis, je trouve un truc qui est aberrant, c'est la fermeture de Fessenheim, où on avait de l'électricité qui était peut-être avec du nucléaire, je suis d'accord, mais aujourd'hui, en fermant Fessenheim, on va aller acheter de l'électricité en Allemagne à des prix exorbitants et qui est produite par le lignite et le charbon. Alors, quel est le bon sens? Et moi, je voudrais quand même signaler aux gens qu'aujourd'hui, on doit être autour de 0,17, 0,18 de kilowatt. Il y a quelques années de ça, on était encore qu'à 0,15. Quand les Allemands étaient à 0,30 du kilowatt. Alors, est-ce que les gens, en supprimant tout le nucléaire en France, sont prêts à accepter de payer 2 fois plus cher leur électricité? Ça, c'est une vraie question. Mais on est sur le même débat, quoi. Est-ce qu'il faut diminuer le chauffage, est-ce qu'il faut diminuer le froid, etc., quoi. Mais voilà. On va essayer en tout cas de continuer à en parler parce que c'est vrai que les questions d'énergie sont assez nombreuses. Denis, j'avais une dernière toute petite question. Vous êtes dans la Dordogne. Est-ce que vous avez été dépisté contre le coronavirus? On en parlait hier avec le maire de Sarlat où il y avait une campagne de dépistage. Non, pas encore. C'est-à-dire que Sarlat, c'est le gros centre touristique de la Dordogne, quoi. Donc il y a énormément de gens qui arrivent de partout, quoi. Nous, on est un peu en campagne. La Dordogne n'est quand même pas très peuplée. On est en campagne. On est un peu non. Pas besoin. Mais écoutez, en tout cas, je vous posais cette question, mon cher Denis, parce que justement, tout de suite, on va parler de la stratégie de dépistage en France contre le coronavirus. Est-ce qu'on se trompe de cible? Merci beaucoup, Denis, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous nous rappelez évidemment quand vous voulez. Vous continuez, vous autres qui nous écoutez, soit à nous appeler, soit à réagir aussi. Vous êtes nombreux sur le Facebook Live de Sud Radio. Est-ce que la France se trompe de stratégie contre le coronavirus? C'est la question que je vous posais justement. Et si on dépistait en fait les mauvaises personnes? La France a très nettement augmenté sa capacité de dépistage, mais les contaminations, elles, ne ralentissent pas vraiment. Bonjour Lionel Baran. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président du syndicat des jeunes biologistes libéraux. Vous êtes en direct sur Sud Radio depuis la ville de Strasbourg. Bonjour également à Luc Duquesnel. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes dans la Mayenne. Alors, Lionel Baran, vous avez piqué, si je puis dire, le dire de manière triviale, un certain coup de gueule. Vous nous expliquez qu'on dépiste presque les mauvaises personnes. Pourquoi ? Oui, on dépiste pas comme il faut en France. On dépiste pas comme il faut. Alors, on a un tout petit problème de liaison qui vient de se couper. Je crois qu'on vous a retrouvé. Est-ce que vous êtes avec nous, Lionel Baran ? Oui, je suis avec vous. On vous a retrouvé, tout va bien. Allez-y. Oui, on ne dépiste pas de la bonne manière. Il faut dépister les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes qui ont des symptômes, les personnes qui sont en contact avec des gens positifs et les personnes qui proviennent de zones à risque, notamment de pays étrangers dans lesquels l'épidémie fait rage. C'est ces personnes-là qu'il faut dépister et aller le plus vite possible, évidemment, pour casser les chaînes de transmission. Or, à l'heure actuelle, nos filières sont embolisées par des personnes qui ne sont pas à risque et qui, du coup, viennent grever le temps de délai pour avoir un rendez-vous et pour avoir un résultat auprès des personnes qui en ont réellement médicalement besoin. C'est le cas de la Mayenne et de l'Île-de-France, notamment par des décisions étatiques, par les autorités régionales de santé qui ont envoyé des bons de souscription à plus d'1 million de Français
pas particulièrement à risque, sans avoir informé au préalable les laboratoires. On a pêché un petit peu, on a pêché au hasard en fait dans la population. On n'aura jamais les moyens de dépister tout le monde en même temps en fait, et du coup on se trompe de cible, quoi. C'est ça. Oui, d'autant que d'après le gouvernement, il faudrait dépister 70 millions de Français. Mais on sait qu'on peut avoir un résultat négatif un jour et l'avoir positif le lendemain. On ne va pas dépister 70 millions de Français tous les jours. Aucun pays du monde ne le fait et c'est bien normal. Donc, il ne faut pas chercher une aiguille dans une botte de foin, mais il faut cibler les personnes à risque. Et la France ne l'a pas fait. Ça fait depuis le 1er juillet qu'on aurait pu dépister les voyageurs qui viennent de pays à risque, comme tous les autres pays du monde. Et c'est toujours pas le cas. Un arrêté vient de sortir, effectivement. Donc on a pris du temps, en tout cas, et c'est ce qui fait aussi, on va y revenir avec vous, Lionel Barrand, que les laboratoires sont débordés, qu'ils ont l'impression de l'être parfois pour de mauvaises raisons. Luc Duquesnel, je le disais, vous êtes avec nous, vous êtes médecin généraliste en Mayenne, président des médecins généralistes de la Confédération des syndicats médicaux français. La Mayenne, très touchée, c'est peut-être le département métropolitain le plus touché. Est-ce que les dépistages, qu'on a nettement augmentés chez vous, ont réussi à faire ralentir les contaminations ou pas du tout ? Justement non. C'est vrai que le 7-8 juillet, il a été décidé au niveau national, prendre un peu la Mayenne comme une terre d'expérimentation, un département de 300 000 habitants, et se dire finalement annoncer on va tester les 300 000 habitants du département. Et que se passe-t-il, je dirais, aujourd'hui, ça a commencé le 13 juillet, on est à 17 jours, et que finalement on a un taux d'incidence. Je rappelle, le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes diagnostiquées positives pour 100 000 habitants en 7 jours. Ce taux qui au départ était de 50, c'est le seuil d'alerte au niveau national. On est passé à 60, à 70, on était à 110 il y a quelques jours et on est passé à plus de 120 mardi de cette semaine. Ça veut dire que cette course contre la montre, parce que c'est une vraie course contre la montre, en effet, comme l'a dit Lionel Barrand, pour arriver à casser les chaînes, très clairement, j'ai le sentiment que cette stratégie n'est pas la bonne parce que on teste tout le monde. Tous les gens volontaires, et que à côté de ça, nous, quand on a des patients dans nos cabinets qui sont symptomatiques, parce qu'on l'a vu, les 80% au moins des gens qui sont positifs sont asymptomatiques. Eh bien, les gens symptomatiques, c'est d'abord des délais de rendez-vous qui peuvent aller jusqu'à 7 jours, et parfois il faut 4 jours pour avoir les résultats. Ça veut dire qu'on reste à la maison sans savoir si on a le Covid ou pas, mais qu'on reste à la maison pendant une semaine tout en risquant de contaminer tout le monde, quoi. Oui, mais aussi quand c'est un enfant de 10 ans, puisque un généraliste hier m'a dit j'ai un enfant de 10 ans, globalement on est à 10 jours, les deux cumulés, le délai de rendez-vous plus le résultat. Ça veut dire qu'on laisse aussi les parents, on leur fait un arrêt de travail pour 10 jours pour tous les deux. On voit toutes les conséquences que ça peut avoir. Et à côté, et très clairement, la question qu'on se pose, c'est que pour les milieux à risque, on a testé, mettons le 13 juillet, le premier jour, et on recommence à avoir des cas dans les abattoirs, dans des centres pour handicapés, dans des foyers de jeunes travailleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas les retester aujourd'hui, ces foyers à risque? Parce que les gens qui ont été testés, qui ont été éventuellement négatifs le 13 juillet, et je pense qu'il faudrait les tester régulièrement parce qu'on recommence à avoir des taux positifs. Et ce sont ces gens-là qui, après ça, participent à un baptême, participent à un match de foot et vont contaminer tout un ensemble de personnes. Et très clairement, je dirais que moi, sur le département de la Mayenne, aujourd'hui, le virus avance plus vite que nous. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas... On est en train de perdre la partie, quoi. On perd la course. On va pas gagner la course contre le virus. Effectivement, et ça risque de redevenir un foyer d'expansion du virus, comme l'ont été d'autres départements comme le Haut-Rhin auparavant au début de l'épidémie. Lionel Barrand, hier sur Sud Radio, dans Les Vraies Voix entre 17h et 19h, nous recevions le maire de Sarlat, dans le Périgord. Une campagne de dépistage sans prescription ni rendez-vous a été organisée. Ils ont dépisté à peu près 600 personnes en tout en 2 jours. C'était aussi bien des touristes que des habitants, ce qu'ils voulaient. C'est ce type de campagne qu'il faut abandonner parce que ça surcharge les laboratoires? Oui, il faut dépister et cibler. Donc, ce qu'il faut faire, éventuellement, c'est de mettre des barnums, des drives, par exemple en Mayenne, dans certains lieux, et dépister les personnes qui ont des symptômes, qui sont cas contact. Et dès qu'on a une suspicion dans un abattoir, dès qu'on a une suspicion dans une soirée X ou Y, et ben là, non seulement il faut dépister tout le... Là, pour le coup, on dépiste tout le monde et on remonte les chaînes de transmission le plus loin possible. Mais c'est pas tout d'un coup de chercher une aiguille dans une botte de foin qui va permettre de vaincre le virus. Évidemment, le premier élément, c'est le masque et les mesures de distanciation sociale. Le test ne va pas guérir du virus. Mais en seconde intention, et c'est clair qu'il faut dépister le plus rapidement possible. Et quand j'entends monsieur Duquesnel dire
qu'il faut 7 jours pour avoir un rendez-vous, ce n'est pas normal. Il faut avoir un rendez-vous dans les 24 heures. Et ça veut dire quoi alors s'il faudrait, c'est le cas, mais pas si là-bas. on le fait en une semaine, si on a le rendez-vous au bout d'une semaine, c'est quand même qu'il y a un problème. La promesse du gouvernement, c'était de parvenir à 700 000 dépistages par semaine. On en est à combien aujourd'hui ? On en est environ à 500 000. Donc ça monte quand même, mais on est loin de l'objectif qu'on s'était fixé, on est d'accord ? On est loin de l'objectif pour plusieurs raisons. Premièrement, évidemment, ce sont les vacances, donc on a du personnel qui est en vacances. Une autre partie est en burn-out. Malheureusement, ça fait 4 mois qu'on dépiste et là, c'est très lourd et les équipes sont sur les rotules. Alors maintenant, on a d'autres préleveurs qui peuvent faire ces prélèvements-là. Donc, il est tout à fait possible en Mayenne, plutôt que de dépister 300 000 personnes, de mettre des barnums, des drives avec des préleveurs, par exemple, infirmiers, sapeurs-pompiers et autres qui peuvent soulager le laboratoire et faire du dépistage massif quand il y a un cluster ou faire du dépistage auprès de personnes à risque, mais pour le coup, de personnes à risque. Et là, on arrivera à prendre tout le monde en 24 heures et c'est ça qui nous permettra de casser les chaînes de transmission. Et vous arriverez à donner les résultats de dépistage assez rapidement aussi, quoi. C'est ça ? Bah oui, je suppose que dans la Mayenne, c'est comme le reste de la France. Quand il n'y a pas eu de problème de bons de souscription massifs qui ont été envoyés ou de campagnes massives, on arrive à avoir des résultats à J+1. Donc, il n'y a pas de raison qu'en Mayenne, on n'y arrive pas. Mais là, on cible Mayenne, Île-de-France, il y a certains territoires qui bloquent. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a mis en place une mauvaise stratégie de dépistage en termes d'expérimentation. Et manifestement, l'expérimentation ne fonctionne pas. Luc Duquesnel, vous êtes en Mayenne. Comme vous l'avez dit, on semble être en train de perdre la course contre la montre dans ce département contre le virus, en tout cas. Quelle stratégie pensez-vous que les autorités vont adopter ? Est-ce qu'elles vont changer de braquet ? Écoutez, je sais pas. C'est vrai qu'on a du mal aussi à se projeter dans les semaines qui viennent. Ça va donner quoi par rapport à cette circulation du virus aujourd'hui ? Parce que ce qu'on remarque aussi, c'est un très faible taux d'hospitalisation. C'est très peu ou pas de patients en réanimation. C'est quoi ? Qu'est-ce que va donner la circulation du virus aujourd'hui ? Parce qu'éventuellement, pour aussi considérer, on sait que c'était le cas dans certains pays, que finalement, ce sont des gens qui sont en train de s'immuniser. On pourrait aussi éventuellement penser ça. Je pense que aujourd'hui, c'est les gens symptomatiques, les milieux à risque, ça doit être la priorité. Et comme l'a dit Lionel Barran... Et les soignants, j'imagine, comme vous. Alors, les soignants tout particulièrement, parce qu'on recommence à avoir des cas en EHPAD, alors qu'on avait plus depuis 1 mois et demi, 2 mois. C'est aussi des résultats très rapides parce qu'aujourd'hui dans notre département on s'aperçoit de quoi aussi. On a été obligé de fermer un centre de prélèvement parce qu'il y avait un problème avec les écouvillons. C'est qu'on a des prélèvements qui partent au CHU de Nantes, qui partent à 2h30 de route et on a les résultats 3 à 4 jours après. Mais c'est aussi, il faut quand même le savoir, c'est aussi la difficulté qu'a l'assurance maladie, vu le nombre de cas qu'on a dans notre département, c'est à pouvoir suivre la chaîne, c'est-à-dire appeler le patient positif pour identifier les cas contacts. Aujourd'hui, on fait appel aux autres caisses primaires de la région et même à celles de Nouvelle-Aquitaine. Parce que, comme l'a dit Lionel Barran, tout le monde, c'est les périodes de vacances, il y a aussi moins de personnes et qu'aujourd'hui, la stratégie mise en place, peut-être qu'au mois de mai, dans une période normale de l'année, ça aurait pu fonctionner. L'été, ça fonctionne mal. En tout cas, ça marche mal, effectivement. On espère que ça va pas redémarrer beaucoup plus fort à la rentrée de septembre. Merci beaucoup, Luc Duquesnel et Lionel Barran. Lionel Barran, je rappelle que vous êtes le président du syndicat des jeunes médecins biologistes libéraux et que vous êtes en direct sur Sud Radio depuis Strasbourg. Merci Luc Duquesnel, médecin généraliste en Mayenne, président généraliste de la Confédération des syndicats médicaux français. On va le poursuivre. On va suivre sur Sud Radio, évidemment, la lutte contre le coronavirus. On espère évidemment que les cas ne vont pas augmenter. À suivre dans Sud Radio Midi, on va vous emmener sur Mars un peu pour s'aérer l'esprit, voyager et rêver un petit peu. Y a-t-il de la vie sur Mars ? C'est l'objectif, en tout cas, le savoir, le découvrir est l'objectif d'une mission qui est lancée aujourd'hui. C'est un rover, un petit robot qui s'appelle Persévérance. On verra tout ça avec un responsable de la Cité de l'Espace à Toulouse. Mais pour l'heure, 0826 300 300. Sud Radio Midi, prenez la parole. Bonjour Herriot. Ah, on a perdu Herriot. On avait Herriot il y a un instant qui nous appelait de Perpignan pour réagir et puis on l'a perdu. On va essayer de retrouver Herriot dans quelques instants. En tout cas, je rappelle que vous êtes assez nombreux à réagir sur nos réseaux sociaux. Continuez d'ailleurs à nous laisser des commentaires sur Facebook et sur Twitter. Herriot, vous êtes toujours avec nous ou pas ? Vous êtes revenu ? Tout à fait. Oui, bonjour à vous. Vous nous appeliez au 0826 300 300 depuis la ville de Perpignan. Vous vouliez réagir au débat qui animait notre émission. Oui,
c'était sur les tests. Je crois que les tests, concernant le nez, sont contestables et qu'il y avait un test sérologique, c'est-à-dire une petite goutte de sang comme on fait pour le diabète, et qui fonctionnait très bien, où on avait le résultat de mémoire en 10 minutes. Alors ça, en termes de rapidité, c'est vrai qu'il y a des expérimentations. Voilà. Donc je pense que c'est un test comme ça, et en plus ça permettrait aux paramédicaux de pouvoir le faire, c'est-à-dire qu'on pourrait, tout ce qui est secouriste et tout ça, on pourrait mettre plus de personnes pour faire les tests, et de plus, moi j'ai mon épouse qui est diabétique, elle n'a jamais eu de courrier de la caisse primaire d'assurance maladie pour aller se faire dépister. Alors qu'elle est à risque. Alors que c'est une personne à risque. Puis après on a eu aussi le fait que les patients n'avaient pas le droit d'aller voir leur médecin traitant. C'est vrai aussi. Tous ces problèmes qui sont posés. Vous êtes plutôt inquiet aujourd'hui ou pas, Herriot ? Non, je pense que il faut calmer les choses. On crée la peur. On veut nous faire mettre les masques en pleine rue alors qu'on nous interdit de mettre les masques. Il faut savoir quand même qu'on n'a pas le droit de se couvrir le visage dans la rue. Ah oui, alors ça c'est vrai, c'est la loi. C'est la loi contre la burqa, effectivement. On s'en souvient. Du 11 octobre 2010. Je pense pas qu'il y aura de zèle de la police si jamais on vous croise avec un masque dans la rue à Perpignan, Herriot. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est 150 € quand même. c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Non, mais c'est pour démontrer l'amateurisme de nos gouvernants. Un coup c'est bleu. Il faut savoir quand même que les pharmaciens n'avaient pas le droit de vendre de masques. Et ils étaient punissables de 6 mois de prison et 10 000 € d'amende. Il y a eu ce problème quand on a eu effectivement la pénurie de masques au tout début. Voilà. Alors, on espère qu'on n'a plus de pénurie, manifestement. On n'en a plus. D'ailleurs, on se retrouve avec le problème inverse. Vous avez remarqué, Herriot, beaucoup de Français demandaient des masques, exigeaient des masques au début de l'épidémie. Et effectivement, il n'y en avait pas. Et le gouvernement a presque menti par moments en disant qu'on n'en avait pas besoin. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, on a des masques pour tout le monde et beaucoup de Français ne veulent pas le porter. C'est un fait aussi. Moi je le porte quand j'estime devoir le porter. Par exemple, dans un magasin, c'est obligatoire. Nous, en plus, à Perpignan, on a les vacanciers qui arrivent. Nous, à Perpignan, on a eu que 33 morts. Depuis le mois de mai, il n'y a plus personne d'hospitalisé. Mais par contre, on a été les premiers à mettre aussi les hôtels pour décloisonner les patients. Tout à fait. Voilà, donc nous, on a décloisonné les patients dès le départ, et voilà, Innovation et volontarisme catalan. Merci Herriot de nous avoir appelé depuis Perpignan au 0826 300 300. Restez bien au frais quand même, parce que j'imagine qu'il doit faire assez chaud aussi dans le Roussillon du côté de Perpignan. Restez avec nous sur Sud Radio dans un instant. On va parler de Mars et y a-t-il de la vie sur Mars ? C'était la question que posait David Bowie. On y répondra peut-être avec la mission Persévérance. On vous explique tout ça avec un représentant de la Cité de l'Espace de Toulouse. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Et oui, Sud Radio Midi, chose promise, chose due. On vous avait dit qu'on vous emmènerait sur la planète rouge. Et on va y aller tout de suite. David Bowie, Life on Mars. Y a-t-il de la vie sur Mars ? C'est la question que le grand chanteur posait. C'est aussi la question que se pose le rover Persévérance qui est lancé aujourd'hui en direction de la planète Mars. Bonjour à vous, Olivier Sanguy. Bonjour. Vous êtes responsable des actualités spatiales à la Cité de l'Espace de Toulouse. C'est prévu aujourd'hui, dans un peu moins d'une heure, depuis la Floride. Le rover Persévérance qui va partir sur Mars. Essayez d'abord de me décrire ce petit appareil. Alors petit, pas vraiment, parce qu'il pèse 1 tonne au décollage, ce qui en fait la chose mobile la plus grosse jamais amenée sur Mars, puisqu'il est un petit peu plus lourd que son frère jumeau qui est arrivé en 2012, Curiosity. Il est bardé d'instruments dont le but principal, c'est de répondre à la question « Y a-t-il eu de la vie dans le passé de Mars ?» Et donc ce qu'on recherche, ce sont des traces de vie passée. Donc on sait qu'il y a eu de l'eau, ça on en a la preuve aujourd'hui sur Mars. On se dit qu'il y a peut-être eu de la vie. Si jamais il y a eu de la vie, c'est quoi les hypothèses aujourd'hui ? C'était pas des petits bonshommes verts, on n'est plus dans ce registre-là. C'était quoi, des bactéries par exemple ? Oui, tout à fait. Vous avez raison. Des bactéries, des microbes, et on va chercher les traces laissées par ces bactéries, parce que Curiosity a permis de répondre à la question, est-ce que Mars a été habitable ? La réponse c'est oui, mais c'est il y a 3 à 4 milliards d'années. Et la question maintenant, c'est est-ce que Mars a été habité ?
Voilà. Et en plus, si ça a été habité, c'était pendant pas longtemps parce que la géologie et l'atmosphère se sont bouleversés beaucoup plus rapidement sur Mars que sur Terre. Où est-ce que vous allez chercher? Parce que vous envoyez quand même, vous dites que c'est un gros véhicule, c'est un fait. Hein, c'est plus d'1 tonne malgré tout, c'est sur une planète entière. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc comment on choisit la destination de Persévérance? Ah, ça, c'est une question extrêmement intéressante. Et en fait, comment on choisit la destination? Non, mais c'est vrai. Eh bien, on l'a choisi pendant plusieurs années. C'est-à-dire que les scientifiques, les spécialistes de Mars se réunissent, examinent les images prises par les sondes autour de Mars et se disent, le meilleur endroit, ça doit être celui-là. Parfois, ils sont pas d'accord. Ouais. Donc, on se réunit. Et puis, finalement, il y a un consensus. Là, c'est le cratère G0 parce qu'on pense qu'il y a eu de l'eau, tout simplement. Donc, c'est une bonne piste. Mais aussi, outre le fait que l'endroit doit être scientifiquement intéressant, il faut pouvoir y atterrir. C'est-à-dire les ingénieurs, leur mot à dire, ils peuvent dire, là non, là on peut pas se poser, là oui, là on peut le faire. Là, on peut se faire, donc c'est faisable et en même temps, c'est intéressant. Imaginons que Persévérance, dans quelques semaines, dans quelques mois plutôt, on va aller, ou voire dans quelques années, découvre quelque chose. Qu'est-ce que Persévérance va découvrir? Un fossile de bactéries? Par exemple, ou plutôt les traces laissées par les bactéries par leur action. Clairement, la NASA ne dit pas qu'ils cherchent la vie, ils disent qu'ils cherchent des traces de vie passée. Alors, pour faire comprendre la différence, imaginez que vous allez sur la plage la nuit et on vous demande est-ce qu'il y a eu des baigneurs? Il n'y a plus personne. Mais en revanche, si vous voyez des traces de pas dans le sable, vous pouvez dire il y en a eu. C'est un petit peu ça qu'on va faire avec Persévérance. Et sachant que si effectivement Persévérance trouve en plus des traces de pas sur Mars, alors là, ce sera le scoop interplanétaire de la journée, parce que ce ne sera pas que des bactéries qui auront existé sur Mars, quoi qu'il arrive. Dans combien de temps? C'est le lancement prévu dans 5 ans, dans un peu moins d'1 heure maintenant de Persévérance. Dans combien de temps Persévérance va atterrir sur Mars, à Marcyr? Je ne sais même pas si le mot existe. Dites-moi. Non, on peut dire atterrissage parce que là, Terre a le sens du sol. Ouais. Donc, il atterrit en février 2021. On connaît la date exacte, c'est même le 18 février 2021. Donc il faut quand même plusieurs mois pour y arriver, alors que c'est clairement pas la planète la plus lointaine de la Terre. Combien de temps Persévérance va rester sur Mars ? Alors, le but minimum, c'est 1 année terrestre. On aimerait bien sûr que ça dure beaucoup plus. Ouais. À titre de comparaison, Curiosity est arrivé en 2012. Il fonctionne toujours. Persévérance a un avantage par rapport aux anciens rovers qui avaient des panneaux solaires. Il a une pile au plutonium, donc il ne craint pas la poussière martienne. Il aura toujours de l'énergie électrique à disposition. Donc, une énorme longévité. Si jamais demain, après février, c'est une image, demain, Persévérance nous dit on a trouvé les traces d'une bactérie martienne. Comment vous allez réagir, vous, le passionné de l'espace ? Je vais réagir, je vais monter au plafond, je vais taper la tête sur le plafond carrément, parce que si vous voulez, à l'heure actuelle, le seul endroit dans l'univers où on est sûr qu'il y a de la vie, c'est la Terre. Ouais, si on voit qu'il y a eu des microbes sur Mars, eh bien on multiplie par 2, c'est bête, mais on multiplie par 2 le nombre d'endroits dans l'univers où il y a la vie. Et en fait, le curseur va bouger, c'est-à-dire à l'heure actuelle, c'est est-ce que la vie est plutôt répandue dans l'univers ou non? Pour l'instant, le curseur, il est pas trop, puisqu'il n'y a que la Terre dont on est certain. Là, le curseur, il va bouger vers la vie est peut-être un phénomène répandu dans l'univers. C'est ça. Et là, ça ouvre le champ de tous les possibles, effectivement. C'est quand même assez fascinant. On verra si la question du siècle trouve sa réponse grâce à la mission Persévérance. Le décollage à suivre d'ailleurs sur le site de la NASA, décollage depuis la Floride vers 13h50, heure de la France, tout simplement, de la France métropolitaine. En tout cas, mission passionnante. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, Olivier Sanguy. On vous rappellera peut-être, promis d'ailleurs, le jour où on trouve de la vie sur Mars, on vous rappelle vous en priorité. On verra si vous avez sauté au plafond. C'est une promesse qu'on vous fait. Je rappelle que vous êtes responsable des activités spatiales à la Cité de l'Espace. Merci les amis de nous avoir écoutés et suivis, d'avoir réagi assez nombreux d'ailleurs sur les réseaux sociaux de Sud Radio. J'en profite d'ailleurs pour rappeler quelques commentaires que vous avez laissés. J'ai pas eu le temps de tous les lire, mais vous êtes assez passionnés d'ailleurs. On y reviendra sur la question de l'énergie, puisqu'on parlait justement de la consommation énergie des climatiseurs. Et vous êtes un certain nombre à me parler de l'hydrogène. Promis, on va en parler parce qu'effectivement la France aussi veut booster son secteur automobile et notamment la fabrication de voitures à hydrogène. On y reviendra, c'est promis les amis. Vous continuez à nous écouter sur Sud Radio, à nous appeler au 0826 300 300 et restez bien surtout, puisque dans quelques instants on va retrouver les informations avec François Germain et puis ensuite on retrouvera Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui son invité Nestor Burma, ou plutôt Guy Marchand, l'acteur. Portez-vous tous bien et passez un bel été à l'écoute de Sud Radio.